Après avoir vu la création de l'Allemagne et le problème de l'Alsace-Lorraine, je vais revenir dans ce chapitre que vous devrez absolument savoir pour l'année prochaine parce que c'est par là que vous commencez en troisième. Pourquoi les Européens et le monde se sont-ils fait la guerre en 1914 et ce pendant 4 ans? Je commencerai par la concurrence économique dans un premier temps. Car les Européens, effectivement, doivent faire face à une entreprise et une industrie allemande extrêmement performante et même très envahissante en termes de marché. Vous connaissez maintenant certains mots comme les Made in China. À l'époque, il n'y a pas de Made in China, mais le Made in Deutschland, ça existe. Et ça envahit les marchés. Les Européens, autres que l'Allemagne, ont l'impression que l'Allemagne leur prend des parts de marché et qu'économiquement, ils sont à la traîne. Et donc, l'Empire allemand est très puissant économiquement. Vous avez sous les yeux les usines Krupp. Ces usines sont des usines de fabrication de machines, d'outils, mais quand la perspective de la guerre va pointer le bout de son nez, ces usines vont extrêmement rapidement se transformer et créer, comme vous le voyez sur la première image, des canons. Les Allemands nous avaient, entre guillemets, prévenus, car lors d'expositions universelles précédentes, l'image d'à côté date de 1889, eh bien, ils nous avaient déjà montré leur capacité à produire cet armement extrêmement perfectionné. Donc le marché économique est envahi par des produits allemands et des entreprises assez puissantes et performantes pour se militariser très rapidement elles aussi. Cette image vous montre tout simplement l'emprise au sol, c'est-à-dire la place que l'usine Krupp prenait dans le paysage urbain de l'époque. Ce que vous avez sous les yeux au premier plan et jusqu'aux 3/4 de l'image, c'est une usine de métallurgie qui fabrique, donc je le répète, des machines, mais qui a très rapidement pu fabriquer des canons, des armes pour l'Empire allemand. En France, nous avons des industries tout à fait performantes. Vous avez sous les yeux une usine que vous connaissez bien. Elle se trouve à Roubaix. Elle a été depuis recyclée en grand magasin de soldes qui porte le nom de l'usine. Et à l'époque, notre pays et notre région en particulier est un des fleurons du textile. Mais ça ne fabrique pas d'armes, le textile, je le dis en passant. Plus intéressant pour fabriquer des armes, des usines sidérurgiques certaines ont peut-être travaillé, les usines Schneider ou les grèves du Creusot. Ce sont des entreprises qui se trouvent donc au centre de la France où l'on fabrique des machines-outils, comme en Allemagne, mais pas encore véritablement d'armes. On est quand même assez performant dans ce domaine, mais dans cette région-là seulement. Cette image pour vous montrer que les Anglais ne sont pas en reste. Ils ont eux aussi des usines très performantes à l'époque, mais leur industrie est basée, eux, plutôt sur les colonies. La deuxième image que je vous montre en noir et blanc, c'est le port de Liverpool, si mes souvenirs sont bons, où vous avez à gauche les bateaux qui ramènent les denrées des colonies anglaises. Vous avez travaillé sur les colonies. Et qui amènent donc des marchandises, des matières premières que les usines anglaises vont donc transformer en produits manufacturés. L'industrie anglaise est donc performante, mais malheureusement pas forcément dans les armes non plus, vous allez le voir. Petit résumé de ce que je viens de vous expliquer. Le deuxième élément qui va mener à une guerre, c'est une compétition militaire et stratégique que je vais développer ici. Tout d'abord des alliances. Français et Allemands sont ennemis au début du XXe siècle, vous l'avez compris, suite à la guerre de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine. Donc vous avez sur la carte deux camps.
Vous avez d'un côté la triple entente avec la France, de l'autre la triple alliance avec l'Allemagne. Mais seuls les Français se sentent un peu amoindris, vu que leurs entreprises ne sont pas à la hauteur non plus. Et donc ils vont progressivement s'unir avec la Grande-Bretagne, puis avec la Russie. Vous imaginez bien pourquoi on a fait copain-copain avec les Russes. Je ne vous rappelle pas la théorie du sandwich, hein, mais vous commencez à connaître ce genre de choses. L'Allemagne, quant à elle, a fait ami-ami avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie et forme un bloc donc qu'on appelle la Triple Alliance au centre de l'Europe, prise en sandwich bien sûr entre la France et la Russie. Tous les pays qui sont ici coloriés, donc la Triple Entente et la Triple Alliance, ont signé des accords. Ces accords stipulent qu'en cas d'attaque de l'un d'entre eux, les deux autres viennent l'aider. Et donc, ce faisant, si deux pays ennemis parmi ceux-là entrent en guerre, les 6 entrent en guerre. C'est ce qui va donc forcément déclencher la Première Guerre mondiale. Faisons un petit tour du côté de la préparation armée. J'attire votre attention tout d'abord sur nos petits soldats en bas à gauche. Je vous présente en premier le petit soldat, le Troufion de l'armée française. Je ne vous explique pas, vous maîtrisez certaines notions, mais ce joli pantalon rouge au milieu d'un champ de blé en septembre, août-septembre 1914, ou même dans une forêt de France, va faire une cible particulièrement visible et facile à toucher par le soldat allemand qui se trouve au centre, qui lui est déjà en tenue vert de gris, chapeau pointu, se camoufle bien évidemment, ce sera bien sûr plus facile pour se cacher et se dissimuler. Le troisième soldat que j'ai laissé ici en noir et blanc est dans les mêmes couleurs, un peu plus clair, terre de sienne, c'est un soldat britannique, reconnaissable lui aussi à son chapeau, enfin son casque, pardon. Donc nos petits Français vont à la guerre, la fleur au fusil, pantalon rouge et casaque bleu. Pas de casque pour protéger la tête, vous l'aviez compris. Juste au-dessus, notre char d'assaut de l'époque. Je vous laisse sourire et rigoler si vous voulez. On va moderniser les choses après à droite, en haut à droite, mais ce nouveau char d'assaut lui sera tellement lourd qu'une fois dans la boue des tranchées, il restera coincé. C'est un peu compliqué. Par contre, nous allons nous montrer très efficaces dans une nouvelle arme qui apparaît donc en 1914-1918, c'est l'aviation. Nous allons avoir des As. Les Allemands en auront aussi. Ils vont donc faire des combats, les premiers combats aériens dans le ciel. Juste pour la petite anecdote, les premiers avions, la première mitrailleuse qui avait été placée dessus a sectionné l'hélice lors de son premier usage. Il a fallu trouver un système. Bon, ils ont fini par le trouver. Pour ne pas enfoncer le clou, on va se battre aussi sur la mer. Et les Allemands, comme toujours, sont à la pointe du progrès. Ils ont déjà des sous-marins très efficaces qu'on appelle des U-boats. Les Allemands et les Anglais ont deux marines de guerre extrêmement performantes. En France, on est très en retard. Et donc, si guerre sur mer il y aura, ce sera entre Allemands et Britanniques. Un petit résumé de ce que vous venez de découvrir. Ce sera à retenir, bien évidemment. Et la guerre 14-18 a failli démarrer en réalité plusieurs fois avant cette date fatidique. Vous allez en savoir plus maintenant. On a failli déjà se, entre guillemets, se taper dessus, fermer les guillemets, avec les Allemands au sujet du Maroc. Vous avez vu dans le cours sur la colonisation que Français et Allemands étaient en lutte pour le Maroc. À deux reprises donc, et en premier en 1905, les Allemands ont tenté de nous subtiliser le Maroc. Et nous n'avons pas accepté, bien sûr. Vous avez ici une caricature qui montre donc le sultan du Maroc poursuivi par différents personnages
caricaturé. Vous reconnaissez donc notre cher Guillaume avec son chapeau pointu, sa moustache, Marianne représentant la France, le roi d'Angleterre, ventripotent, c'est pas bien, et le roi d'Espagne. Le roi du Maroc s'enfuyant sur son dromadaire et sera rattrapé par la France. En 1905, donc, on a déjà frisé la catastrophe. Pardon, frôlé la catastrophe. Ce premier incident a été résolu dans des bureaux de ministères d'Affaires étrangères, avec les Anglais d'ailleurs. Une deuxième crise a lieu entre Français et Allemands, à nouveau pour le Maroc. Cette fois-ci, l'empereur d'Allemagne n'y va pas par quatre chemins. Il met ses bateaux de guerre sur les côtes du Maroc et menace de tirer dessus si la France ne cède pas. On n'a pas cédé. Les Anglais se sont à nouveau entretenus avec les Allemands pour calmer le jeu et la crise s'est dégonflée. Mais à chaque fois, on passe tout près d'un engrenage dangereux. De l'autre côté de l'Europe se joue un autre drame. Au nord de la Grèce se trouve une région qu'on appelle les Balkans. Ces États sont plus ou moins sous domination turque, plus ou moins autonomes, plus ou moins surtout en train de revendiquer leur autonomie face à ceux qui voudraient les prendre sous leurs ailes un peu forcés. Et vous avez ici une caricature française qui montre le sultan turc en train de bouder parce que ces Balkans, et nommés ici Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, sont menacés d'un côté par le tsar de toutes les Russies, monsieur au centre, et l'empereur François-Joseph d'Autriche à gauche. Et donc, il y a des guerres qui menacent de ce côté-là aussi de l'Europe, entre deux autres pays de la Triple Entente et de la Triple Alliance, cette fois-ci entre la Russie et l'Autriche-Hongrie. À nouveau, à plusieurs reprises, ces deux belligérants, pas encore en guerre, eh bien, se font des crasses, excusez l'expression, à plusieurs reprises, donc avant 1914. Donc la tension monte d'un côté et d'un autre de l'Europe entre la France et l'Allemagne d'un côté et la Russie et l'Autriche-Hongrie de l'autre. La guerre menace de toute manière. C'est au cours d'une visite de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie dans une de ces régions des Balkans, un petit peu mouvementée, un petit peu remuante, pardon, cette région, que l'héritier du trône donc de François-Joseph eh bien, va se faire assassiner par un autonomiste yougoslave. Et cet attentat, eh bien, les Austro-Hongrois vont dire que le terroriste avait été armé par les Russes et que donc ils veulent se venger, et donc c'est ce qui a mis le feu aux poudres en Europe. Pourquoi a-t-on fini par faire la guerre? Eh bien, parce que nous y étions préparés depuis longtemps. Je vous rappelle en passant que je vous ai fait visionner juste avant une petite vidéo montrant ces professeurs français, mais sachez qu'en Allemagne comme au Royaume-Uni, eh bien, les professeurs de chacun de ces pays font de même. On embrigade, on monte la tête, on fait en sorte que les petits Français, petits Allemands, petits Anglais, eh bien, soient prêts à prendre les armes pour défendre leur honneur et leur patrie. Et donc, au début du XXe siècle, une caricature tourne dans les médias. Cette caricature montre ces animaux prêts à s'entre-déchirer, encore retenus par leur maître pour ce qui est de l'Angleterre, mais prêts à s'entre-déchirer donc pour venger leur honneur. La guerre va démarrer, mais seulement quelques-uns en Europe s'y opposent. Parmi eux, un certain Jean Jaurès, qui est un homme politique français, socialiste. Cet homme aimerait, comme d'autres socialistes en Europe, que les ouvriers, ceux qui vont être les soldats qui vont aller se battre, eh bien, s'unissent au contraire contre la guerre. Parce que pourquoi faire se battre un ouvrier contre un ouvrier? Ils vivent dans les mêmes conditions. Et pourquoi se battrait-il? C'est jugé
être pacifiste à une époque où tout le monde finalement veut la guerre. C'est pour ça que Jaurès sera assassiné donc la veille de la déclaration de la guerre en France, et que sachez pour la petite histoire que son assassin qui a été rattrapé sera mis en prison pendant tout le temps de la guerre, et à la fin de la guerre il ne sera pas condamné à mort pour assassinat, puisque à l'époque il a tué un pacifiste alors que toute l'Europe veut faire la guerre. Son geste donc n'a pas été pris en compte. On a considéré qu'il avait été dans le sens de l'histoire et donc il n'a pas été condamné à mort, ce monsieur, pour l'assassinat de Jean Jaurès.